Ne partez pas encore. Invité du jour, la suite dans un instant. Bonjour Marcel. Bonjour Arthur. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous retrouver, en tout cas ce matin, pour parler de l'équilibre personnel et à travers en tout cas l'auto-coaching. C'est cela. Comment retrouver son équilibre, comment retrouver l'équilibre personnel à travers l'auto-coaching. D'abord, commençons par définir ce que c'est que l'auto-coaching. Alors merci Arthur. C'est un plaisir renouvelé pour nous d'être en contact avec le public de BB24, qui est un public sélectionné parce que nous regardons beaucoup BB24 parce que nous savons qu'il se passe des choses qui concernent surtout le développement. Voilà, merci. Alors, comme me le disait un vieux la dernière fois, mais écoutez monsieur, je suis câblé sur BB24 parce que j'apprends beaucoup. Alors c'est tant mieux que nous nous retrouvons ce matin avec nos téléspectateurs. Alors l'auto-coaching déjà, c'est la capacité à se fixer des objectifs, à pouvoir jouer le rôle d'arbitre soi-même et pendant qu'on joue le rôle d'arbitre, à pouvoir être en train de travailler pour retrouver l'équilibre de vie personnelle. C'est pour cela que nous avons pu joindre ou pu créer un lien entre l'auto-coaching et l'équilibre de vie personnelle. De vie personnelle. Voilà. C'est quoi alors l'équilibre de vie? Alors l'équilibre de vie, vous vous rendez compte, il est arrivé à plusieurs personnes de devenir de grands succès, parlant de leur vie ou parlant de leurs finances ou de leur carrière, mais il se retrouve que des gens ont des problèmes à la maison. Ils n'ont pas réussi peut-être à construire le foyer de leurs rêves, ils n'ont pas réussi à avoir l'harmonie du couple qu'ils désirent, ou du moins, il se passe beaucoup de choses dans leur vie de couple, par exemple, qu'ils n'auraient pas désiré. Par contre, pour d'autres, c'est la vie de couple qui est très bien nourrie, une vie de couple bien équilibrée. Tout le monde est content, la joie à la maison, mais ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs financiers, des objectifs de carrière. Par contre, d'autres réussissent à atteindre des objectifs de carrière, des objectifs financiers, mais quand vous les regardez, ils ne sont pas contents, ils n'arrivent pas effectivement à avoir la joie de vivre comme on le dit. Alors, ils ont juste un problème d'équilibre de vie. Il y a des aspects de leur vie qui marchent très bien, oui, qui sont très bien nourris. Par contre, il y a d'autres aspects qui souffrent. Et à chaque fois, ils se posent la question, mais comment alors réussir à un certain niveau dans d'autres aspects, alors que d'autres aspects, ça ne marche pas. Oui, Donc, du coup, la question de l'équilibre de vie personnelle. De l'équilibre de vie personnelle, on a constaté que vous avez cité plusieurs éléments concernant, bien sûr, l'équilibre de vie. Et quelles sont les différentes rubriques d'une vie équilibrée? Alors, nous allons donner, sans être exhaustifs, tout ce qui peut entrer en ligne de compte pour une vie équilibrée. Oui. Nous comprenons qu'une personne qui se porte très bien, c'est une personne, par exemple, qui arrive à atteindre ses objectifs financiers. Vous devez avoir des objectifs financiers, par exemple, vous devez savoir quel doit être le niveau de vos fortunes. Si vous travaillez pour vos finances et que vous réussissez effectivement à atteindre vos objectifs financiers, vous devez travailler également pour avoir une vie, par exemple, de carrière très bien nourrie. Il peut arriver que vous ayez un très bon salaire, que vous soyez très bien payé à votre poste, mais que vous ne réussissez pas effectivement à avoir la joie de vivre, à avoir la passion de travailler, à aller à votre boulot comme si vous alliez sur un aire de jeu. Alors du coup, la même personne qui réussit effectivement à avoir un bon salaire parce que il a un cadre d'un certain niveau où il a une certaine compétence avérée, devrait pouvoir également avoir une vie professionnelle ou une vie de carrière très bien organisée, très bien nourrie pour se sentir à l'aise dans son travail. La même personne, lorsque vous avez par exemple vos finances qui se portent très bien, votre carrière qui se porte très bien, vous devez travailler par rapport à vos loisirs. Vos loisirs, d'autant plus que nous travaillons, nous avons des objectifs, nous devons avoir une harmonie, nous devons avoir un certain nombre de choses qui nous permettent de ressentir la joie tous les jours. La vie communautaire également ne doit pas être mise de côté, ainsi qu'également votre état de santé, parce que si vous ne vous fixez pas, par exemple, des objectifs de santé, il se passerait que, par exemple, oui, les choses marchent bien, mais à partir d'un moment donné, que vous le veillez ou non sous médicaments. Parce que ça ne va pas sur le chemin du travail. Objectif de santé, c'est qu'il faut faire un bilan de santé
à une période donnée, c'est cela Non, avoir des objectifs de santé ne suffit pas simplement à faire des bilans de santé, mais il faut que vous fixiez des objectifs de santé. Comme par exemple, je dis, j'ai l'apparence que j'ai aujourd'hui dans 5 ans. Voilà, l'apparence que j'ai actuellement, j'ai la même apparence dans 5 ans. Alors, si vous voulez avoir l'apparence que vous avez maintenant dans 5 ans, cela suppose que, 1, vous avez des objectifs par rapport à votre poids, par rapport à votre état de santé et par rapport même à votre apparence physique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce que nous mangeons qui nous fait. Oui. C'est par exemple la capacité à pouvoir faire le sport tous les jours qui nous permet de maintenir par exemple la forme. C'est peut-être par exemple notre capacité à dire non, je ne mange pas ceci, oui, je mange cela, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Ah, oui. Si par exemple vous devez vous réveiller ce matin à 6 h du matin pour travailler, alors que vous êtes allé au lit à 1 h du matin, et avant d'aller au lit, vous êtes tapé correctement un plat de viande avec de la bonne bière, oui. Vous comprenez avec moi que vous avez créé une brasserie à l'intérieur de vos intestins. Mais c'est comme ça que ça se fait. Hein. C'est comme ça que ça se fait, justement. Mais quelqu'un qui a des objectifs, par exemple, de santé, se dira, mais écoute, demain matin, je dois pouvoir bien me réveiller, je dois me réveiller léger, je dois pouvoir faire face à mes défis professionnels sans gêne. Alors, pour cette raison, pour des raisons, par exemple, de santé, je ne mange pas avant de me coucher parce qu'il fait tard. Okay. Il dira simplement, je mange par objectif. Mais par contre, vous devez pouvoir prendre les 3 repas de la journée, ce n'est pas exclu. Si vous prenez les 3 repas de la journée à des heures qu'il faut, comme il le faut, avec ce qu'il faut manger, vous n'avez pas de problème généralement. Mais il se fait que nous avons de l'indiscipline par rapport à notre état de santé et nous faisons des choses sans les faire pour des objectifs bien sûr fixés par rapport à nous-mêmes. Donc je dis aux gens, moi je n'ai pas de régime, mais je mange par objectif. Je mange par objectif parce que chaque aliment que vous prenez a des conséquences ou a des impacts sur votre état de santé. Et oui, ces conséquences ne sont pas que des conséquences positives. Mais et tout ça participe à l'équilibre, à une vie équilibrée. À une vie équilibrée, naturellement. Oui. Parce que si vous avez le plus gros salaire au monde, si vous avez la plus grosse fortune, et que tous les jours vous devez tourner, vous devez courir à l'hôpital, c'est un problème. Mais oui, il peut arriver que des gens soient nés vraiment avec des maladies auxquelles ils ne peuvent pas facilement s'en débarrasser. Mais en général, nous ne faisons pas beaucoup attention à ces choses. Nous n'évoluons pas comme des gens qui ont besoin d'avoir des résultats très précis parce qu'ils veulent avoir ceci, cela. Regardez, celui qui dit je veux devenir riche, à chaque fois qu'il est en face des décisions financières, il calcule, il se pose des questions, il se regarde, il ne va pas comme irait par exemple quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions financières comme lui. Mais par contre, lorsque vous prenez 2 personnes et que quelqu'un dit, mais écoutez, tel que moi je suis, je veux demeurer ainsi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à chaque fois qu'il veut agir par rapport à ce qui entre en ligne de compte pour son état de santé, il se pose des questions. Alors, en faisant ceci, quel résultat je peux avoir? Si le résultat ne correspond pas à ce qu'il veut, il dit, je ne le fais pas. Voilà. Et c'est ce que nous mettons dans manger pour des objectifs. Oui. Alors, nous avons parlé effectivement des finances, nous avons parlé de votre carrière, nous avons parlé du loisir, oui. Nous avons parlé également de l'état de santé, mais il faut également que nous parlions de la communauté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Axiom, à un moment de la vie, quelqu'un a dû bénéficier d'une main invisible pour devenir ce qu'il est. OK? Alors il faut retourner l'ascenseur à des gens qui sont en bas et qui veulent aussi ascender, qui veulent aussi aller en haut. Donc moi j'appelle ça une dette sociale. Lorsque vous réussissez ou lorsque vous êtes dans la vie et que vous avez la capacité de faire des choses, il faut être reconnaissant envers la nature en payant sa dette sociale. Jim Rohn l'appelle le 10e de ce que vous gagnez. Alors comment investir le 10e de ce que vous gagnez en faisant des œuvres sociales? Vous devez en faire un objectif et un objectif communautaire. Vous devez également... Mais pas le faire avec des caméras derrière. Non, ça dépend. Hein. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils veulent donner par exemple 10 sacs de riz à des gens, ils invitent des caméras, c'est autre chose. Ouais. N'allons pas sur ce terrain, c'est autre chose. C'est pour des objectifs bien à but lucratif, voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser. Mais nous parlons de ce que vous faites, ce qui vous donne la chair de poule, qui vous donne l'impression que vous êtes libéré de votre dette sociale. C'est ça. Vous comprenez? Donc, lorsque vous faites toutes ces choses-là, vous devrez pouvoir être en harmonie avec vous-même. Et lorsque vous vous retrouvez en harmonie avec vous-même, alors vous direz simplement que vous avez une vie équilibrée. Équilibrée. Alors, de tout ça, de tous ces éléments, quoi privilégier?
Alors, en réalité, rien ne doit être laissé pour compte. Ah oui? Rien ne doit être laissé pour compte. Et je vais vous donner un petit exemple. Je connais un monsieur qui est immensement riche. Mais pour devenir riche, il a dû vraiment faire des sacrifices. Quand je parle de sacrifices, il n'a pas sacrifié des animaux. Mais il a vraiment fait des sacrifices en termes de temps, en termes de valeur, en termes de disponibilité. C'est ça. Alors, il a couru tout le temps derrière tout ce qui est matériel et financier. Il a travaillé, effectivement, il a atteint un niveau financier. Mais ce niveau atteint, il regarde derrière lui. Quand il rentre à la maison, il n'y a personne pour lui dire « Bonne arrivée, papa ». Oh. Alors, bonne arrivée, papa, parce que pendant qu'il travaillait par rapport à ses finances, pendant qu'il travaillait par rapport à son matériel, il n'a pas eu le temps de dire « Écoutez, mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que j'ai des rêves d'avoir un jour un enfant qui puisse me dire « Mais bonne arrivée, papa », une épouse qui m'accueille à la maison ?» Il ne s'est pas posé la question. Il s'est dit « Devenir riche ou rien ». Et voilà, il est devenu riche. Alors, la richesse acquise, il rentre dans une belle maison bien construite et il n'y a personne pour l'accueillir. Une maison vide, remplie de meubles. Vide, mais remplie de meubles. Alors, oui, il n'est pas devenu riche par hasard, mais il a échoué. Il a échoué par rapport à sa vie de couple par hasard parce qu'il n'a rien prévu. Il n'a rien investi. Alors, la même personne, il suffisait qu'il dise, mais écoutez, effectivement, j'aspire à un certain niveau de vie financière, mais également, je voudrais avoir une vie de couple bien nourrie. Alors, en se le disant, il a cette petite attention, il a ce petit moment-là qu'il passe, qu'il consacre à la personne à côté ou des gens qu'il rencontre sur son passage et qui pourraient l'aider, pourquoi pas, à atteindre cet objectif de vie de couple. Et il ne passe pas à côté nécessairement parce qu'il investit du temps, il investit des ressources et au même moment qu'il travaille pour ses finances. Alors, il a une vie de couple très bien nourrie parce qu'il a investi du temps et des ressources et il a également réussi financièrement. Mais malheureusement, puisqu'il n'a rien fait alors, il est devenu un grand succès financier, mais il rentre à la maison toujours avec la migraine. Ah oui, ça c'est vraiment quelques leçons, quelques tactiques en tout cas pour avoir une vie équilibrée. Qu'est-ce qui peut arriver à celui qui ne travaille pas pour avoir une vie équilibrée, pour l'équilibre de sa vie? Alors, actuellement, il y a un instrument qui m'inspire beaucoup lorsqu'on parle de l'équilibre de vie. Je ne sais pas si vous connaissez le balafon. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça. J'aime bien ça. Alors, le rythme et le son que donne le balafon m'intéresse très peu. Mais ce qui m'intéresse sur le balafon par rapport à l'équilibre de vie, c'est la forme irrégulière. OK? Lorsque vous prenez un balafon, il y a des endroits où c'est bien réduit, où il y a des endroits où c'est... C'est pas comme les doigts de la main. Voilà. Il y a des endroits où il n'y a rien qui est régulier sur le balafon. Oui. Lorsque nous dessinons, par exemple, la courbe de la vie de quelqu'un qui a une vie déséquilibrée, ça ressemble exactement à un balafon. Il y a des aspects, par exemple, dans lesquels la personne investit ses ressources, son temps. Ces aspects marchent très bien. Et quand vous voyez ces aspects sur la courbe, c'est des aspects sur lesquels la courbe est très bien élevée. Mais les choses par rapport auxquelles la personne n'investit rien ou ne constituent pas comme des objectifs à atteindre, vous les regardez, c'est complètement bas. Alors, simplement, ce qui peut arriver à quelqu'un qui ne travaille pas pour une vie équilibrée, il aura simplement une vie de balafon. Une vie de balafon, voilà. C'est pas souhaitable, hein? Et pas du tout. On ne souhaite pas que des gens aient des vies de balafon, et pas du tout. Mais quelle est la clé, la véritable clé pour une vie équilibrée? Mais pour avoir une vie équilibrée, ce n'est pas compliqué. Parce que vous avez cité beaucoup d'éléments. C'est tellement qu'il doit avoir une clé principale. Oui, pour avoir une vie équilibrée, ce n'est pas compliqué, mais c'est un peu complexe. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Alors, il suffit simplement de faire de sa vie comme des objectifs à atteindre. Moi, je dis, le bon Dieu nous a créés, il a dit, allez dompter la terre, transformer la terre. Oui. OK? Alors, votre capacité à vous fixer des objectifs, à dire, voilà là où je vais aller, et à demander la bénédiction du grand Manitou, vous permettra de devenir un grand succès. Alors, dominer, assujettissez. Oui, assujettissez la nature, domptez la nature, faites de la nature ce que vous voulez, mais vous vous rendez compte. OK? Alors, si vous avez des objectifs que vous vous fixez, il faut vous poser la question, les 24 heures de la journée, j'investis ça dans quoi? Bébé 24. Oui, les 24 heures de la journée, en quoi je l'investis? Dans Bébé 24. Oui, il y a 24 heures. 24 heures, voilà. Alors, les 24 heures de la journée, je l'investis dans quoi? Oui. Et pas peur
de ne pas pouvoir, par exemple, payer ses factures à la fin du mois, et nous nous voyons en train d'investir les 24 heures de notre journée dans le travail. OK? Ouais. Alors, vous travaillez le matin, du matin jusqu'à 18h ou à 19h pour certaines personnes, et quand ils rentrent, la peur de ne pas se voir dehors ou de ne pas se voir incapable de payer leurs factures à la fin du mois, les amène à continuer le travail jusqu'à 1h, jusqu'à 2h du matin, sans réserver la moindre attention à des gens qui sont autour d'eux. Mais cela simplement, il va de soi que comme nous venons de le décrire, pour quelqu'un qui a une vie de carrière ou une vie financière bien nourrie ou bien réussie, cela il va de soi qu'il échoue familièrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dessinez votre vie comme un plan que vous le construisez, mais en disant, qu'est-ce que j'ai les 24 heures d'une journée, okay? J'ai des ressources temps, j'ai des ressources santé, alors que je voudrais investir, par exemple, pour accomplir tous les objectifs que je vais atteindre pour avoir une vie équilibrée. Et en se le disant, quand une journée finit, vous avez une checklist qui vous permet de savoir, mais qu'est-ce que j'ai investi aujourd'hui par rapport à l'entretien de mes finances? Qu'est-ce que j'ai investi aujourd'hui par rapport à mon état de santé? Qu'est-ce que j'ai investi aujourd'hui par rapport à ma carrière? Qu'est-ce que j'ai investi aujourd'hui par rapport à mon loisir? Qu'est-ce que j'ai investi aujourd'hui par rapport à ma vie communautaire? Qu'est-ce que j'ai investi pour la vie caritative? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des choses qui vous permettent de vivre la chair de poule. Et si vous avez la chance de vivre, par exemple, la chair de poule, 30 secondes dans une journée, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, vous êtes guéri. Alors, pour avoir une vie équilibrée, il faut simplement prendre sa vie comme des objectifs à atteindre tous les jours. Vous posez la question, qu'est-ce que j'ai mis dans ce panier? Et vous verrez qu'en mettant quelque chose chaque jour dans un panier qui concerne votre vie, vous réussirez à avoir une vie très équilibrée, sans tabac. Merci beaucoup, Marcel Lefond. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, les différentes rubriques pour avoir une vie équilibrée. Vous avez parlé des finances. Oui, vos finances. Vous avez parlé des loisirs. Également. Vous avez parlé de la vie communautaire. Oui. Vous avez parlé de la vie caritative, c'est ça? Bien sûr. Il reste un. Il y a la famille. Il y a la famille, voilà. Vous avez parlé de la vie familiale. Bien sûr. Et donc, il faut la noter. Oui, je fais une parenthèse. Oui, il y en a qui ne veulent pas se marier. Alors, quand je parle de la vie familiale, c'est lorsque vous avez des objectifs. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne veulent pas vivre en couple. C'est leur choix, on ne va pas leur en vouloir. Alors, en dessinant la courbe, on verra qu'effectivement, ils n'ont pas des objectifs de famille à atteindre, mais il y a des gens à la maison qui les reçoivent tous les jours et il faut qu'ils investissent un peu de temps, un peu d'attention, afin qu'en rentrant, à défaut d'avoir une épouse ou un époux ou des enfants, que quelqu'un puisse bien les accueillir afin qu'ils puissent avoir la chaleur humaine. Ne partez pas encore. Invité du jour, la suite dans un instant. Avec Marcel Lefond, bonjour. Bonjour, Action. Coach, motivateur, on est ensemble depuis en tout cas un bon moment et merci de votre fidélité. C'est moi qui vous remercie. Alors, qu'est-ce qui nous vole en général notre temps? Alors, merci, Action. Le mercredi passé, nous avons échangé sur ce même plateau sur l'équilibre de vie. Voilà. Nous avons échangé sur l'équilibre de vie en retenant que nous devons travailler un certain nombre de choses dans la vie afin de se sentir à l'aise, afin que lorsque nous dirons que nous sommes un succès, que nous n'ayons pas un succès de balafon, mais que ça soit vraiment un succès où on retrouve que dans tous les aspects qui rentrent en ligne de compte pour la vie, nous ne sommes pas médiocres. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous utilisons notre temps pour atteindre ces innombrables objectifs que nous considérons comme le balafon, au cas où ce n'est pas très bien équilibré. Voilà. La question, comment est-ce qu'il faut gérer son temps? Mais avant d'aborder la question, comment est-ce qu'il faut gérer son temps, nous avons quelques remarques sur la gestion du temps qui nous sont très habitués, que tout le monde sait. La première remarque que je fais sur la gestion du temps, c'est que la plupart du temps, comme vous le savez, nous laissons les choses de moindre importance prendre le pas sur les choses qui ont de grande importance dans notre journée. Lorsque tu prends quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il a beaucoup d'instances, il a beaucoup de choses sur lesquelles il est en retard, mais il ne s'empêche pas d'aller passer 30 minutes, 45 minutes, voire parfois 1 heure de temps dans le bureau du collègue qui est à côté afin qu'on puisse échanger de tout et de rien. Et pas fini, on se rend compte que les choses par rapport auxquelles nous privilégions ou les choses par rapport auxquelles nous affectons le maximum de notre temps, c'est des choses
que nous n'avons pas prévus ou qui ne compteront pas beaucoup à la fin de la journée. Du coup, ma première remarque est que nous investissons effectivement beaucoup de temps dans des choses qui ont très peu d'importance en défaveur des choses qui ont de l'importance. Deuxième remarque avant que nous abordons notre première question qui consiste à déterminer les choses qui nous volent le temps, c'est que le fait, par exemple, que nous attendons que le meilleur moment arrive, quand tu poses la question à quelqu'un, mais pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, il dit, mais écoute, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Ou il te dit simplement, mais écoute, j'attends qu'une ou deux choses se passent avant que je puisse le réaliser. Or, en général, lorsque nous attendons les meilleurs moments pour agir, c'est que nous attendons les miracles. Or, il n'y a pas de miracle si tu n'as rien fait. Alors, attendre le meilleur moment avant d'agir, parfois, est un obstacle pour la meilleure éjection ou l'optimisation de son temps. Nous allons voir ça tout à l'heure en abordant les choses qui nous volent le temps. Mais ma troisième remarque, avant d'aborder cette partie de votre question, est que nous vivons sans pression. Nous vivons sans pression lorsque nous n'avons pas la pression derrière nous, lorsque le temps n'est plus compté, lorsque nous ne sommes pas en retard, nous n'arrivons pas à nous mettre de la pression personnelle. Mais là, c'est en Afrique. Hein. Oui, naturellement, en Afrique, mais partout dans le monde, on constate que c'est lorsque les gens sont sous pression qu'ils produisent davantage de résultats. Oui. Mais malheureusement, lorsque vous attendez d'être sous pression, c'est que vous devenez un urgentiste. Tout le temps, vous êtes en train de courir pour régler des problèmes, alors que vous auriez pu anticiper en travaillant sur des choses importantes dans le temps et facilement, vous n'avez pas des urgences qui vous amènent à courir longtemps à longueur de journée. Oui, j'ai un parent qui me dit souvent qu'à Yovoto, mais là-bas, que ça court beaucoup. Voilà. Et en Afrique, on est à l'aise. Oui, on est à l'aise parce qu'on attend les dernières minutes pour se mettre au pas. Donc ça fait que tout le temps, nous sommes des urgentistes. Alors voilà ces trois grandes remarques que nous faisons d'entrée de jeu pour montrer généralement que le temps que nous avons est le même que nous soyons, comme on l'a dit sur le plateau le mercredi passé, que nous soyons en Afrique, en Europe, en Amérique et partout dans le monde, nous avons les 24 heures. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres personnes réussissent à faire des choses meilleures avec les 24 heures alors que d'autres ont passé les 24 heures pour devenir des échecs? Première question, les choses qui volent notre temps dans notre journée en général, parce que tu prends quelqu'un par exemple qui n'a pas un plan, qui n'a pas la pression, qui n'a pas des objectifs très précis, très fixés, qui lui mettent la pression, il passe tout son temps devant la télévision. Ok? Il passe tout son temps devant la télévision. S'il arrive qu'il aime, par exemple, des films, tu le vois, il aligne des films qu'il regarde à longueur de journée. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit, mais écoute, la plupart du temps, moi, j'aime regarder des films. J'ai dit, tu regardes des films jusqu'à quelle heure? Il me dit, il arrive des fois où je regarde des films de 8 heures jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. C'est-à-dire, quand il s'assoit devant son ordinateur ou devant sa télévision, quand il se lève, c'est pour aller manger ou c'est pour faire une petite sieste et puis il se réveille, il continue de regarder la télévision. Alors, parfois, la télévision, les films, les feuilletons que nous aimons constituent des shippers de temps, des choses qui volent notre temps. Pour des gens, par exemple, qui travaillent, ce n'est pas nécessairement la même chose. Les gens qui travaillent, si je prends par exemple un cas d'entreprise, un responsable, ce qui vole son temps, ce n'est pas nécessairement la télévision ou des films. Mais quoi par exemple? Mais c'est par exemple en faisant la même chose, en répétant des choses qu'il sait faire depuis longtemps, ça lui vole énormément du temps, mais il ne s'en rend pas compte. Là, mais il ne peut quand même pas laisser ici, c'est son rôle, c'est sa fonction. Mais le principe de la gestion du temps est tel que lorsque vous êtes dans un cadre professionnel et que vous maîtrisez déjà des choses qui deviennent des routines, il faut les déléguer à des personnes qui sont dans l'entreprise et qui sont peut-être des N-1, des gens qui sont en dessous de vous, qui n'ont pas les mêmes capacités de réflexion ou de créativité, afin qu'eux, ils aient du travail parce que vous avez déjà créé la roue, vous leur permettez de tourner la roue et vous vous occupez de créer de nouvelles choses qui permettent à l'entreprise d'être en potentiel développement. Et si vous êtes déjà la personne N-N de l'entreprise, déjà complètement au bas niveau, vous faites quoi en réalité? Oui, mais ce qui se passe en général, l'axiome, c'est que lorsque vous savez faire quelque chose, le mieux, c'est que vous passez à autre chose, c'est que vous réfléchissez à créer de nouvelles choses ou à agrémenter ce que vous savez faire déjà. Mais il ne sert à rien de rester sur la même chose 5 ans, 10 ans, après on te demande, on dit, mais écoute, je suis très expérimenté dedans.
Et tu constates que des gens font 10 ans, comme on l'a dit sur ce même plateau, des gens font 10 ans dans une entreprise, mais ils ont répété une expérience d'1 an 10 fois. Alors, quand ils sortent de là, ils ne sont pas capables de grandes choses, mais ils savent faire une chose et très bien. Et une chose Donc, parfois également, c'est un shipper de temps, c'est des choses qui nous volent énormément du temps. Oui. Une chose qui nous vole également du temps, c'est les interruptions. C'est les interruptions, parfois, vous êtes devant votre ordinateur, au bureau, en train de travailler, mais il vous arrive de vous lever à tort et à raison. Vous ne savez pas pourquoi vous vous levez, mais vous avez envie de vous lever. Vous levez, vous passez à côté, vous dites quelque chose qui n'est pas nécessairement important. Ou c'est votre téléphone qui sonne, à chaque fois, vous êtes obligé de décrocher le téléphone pendant que vous avez prévu ou vous avez un objectif précis à atteindre devant votre écran d'ordinateur. Alors, parfois, les interruptions du travail sont des shippers de temps, en ce sens que lorsque vous arrêtez de travailler, que vous passez un coup de fil, si c'est un coup de fil qui vous met dans un état émotionnel, alors que vous étiez en train de raisonner, vous étiez en train de faire un travail de raison, il va être très difficile pour vous de vous replonger dans ce travail rationnel en très peu de temps. Vous serez obligé d'abandonner. Vous serez obligé d'abandonner ou de mettre encore beaucoup de temps avant de rattraper maintenant le feeling du travail que vous faisiez. Du coup, pour un travail de 2 heures de temps, vous pouvez vous retrouver en train de travailler réellement pour 45 minutes et tout le reste du temps, vous l'avez passé à interrompre, à vous replonger dans le travail, ce qui constitue un gros shipper de temps dans votre journée. Également, une dernière chose que j'aborderai et qui constitue effectivement un shipper de temps, c'est par exemple les crises, les colères ou les disputes entre conjoints. Alors, vous sortez de la maison le matin, si vous vivez en famille, vous vivez en couple, aménagez-vous pour ne pas sortir de la maison en colère. Parce que vous rentrez dans votre bureau en colère, il va falloir que vous reveniez en vous, que vous soyez à même d'être en harmonie avec vos objectifs de la journée afin de pouvoir réfléchir et travailler rationnellement. Alors, quelqu'un qui est sous l'effet de la colère, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui peut bien réfléchir et travailler. Ah oui. Parfois, la colère, les crises, les interruptions ou les disputes, que ce soit à la maison ou sur les lieux de travail, constituent également des shippers de temps que nous devons faire l'effort d'éliminer afin d'optimiser la manière dont nous utilisons notre temps dans la journée. Vous sortez de chez vous en colère, vous venez au boulot, on vous demande, mais patron, qu'est-ce que vous avez? En général, ce qui se passe, vous ne présentez même pas la mine de celui à qui on peut poser une question. Donc en général, les gens vous évitent pendant longtemps jusqu'au moment où vous décryptez l'atmosphère et que tout est revenu normal, c'est maintenant le travail commence. Allez, on va passer à une autre étape. Ce que ça fait. Oui, voilà. On va passer à une autre étape de cette discussion, c'est-à-dire c'est d'éviter ces shippers de temps, les outils pour pouvoir les éviter. Oui, à la question que faire, moi je dirais il suffit simplement d'utiliser la méthode sachant ce que je sais. Ah oui, alors quoi, déjà la méthode sachant ce que je sais consiste simplement à se poser la question. Alors, sachant que en continuant de disputer, en continuant de me mettre en colère, en continuant d'avoir des crises ou en continuant de décrocher mon téléphone pendant que je suis en train de travailler, je perds énormément du temps. Alors, sachant ce que je sais, si je continue de décrocher mon téléphone pendant que je travaille, je perdrai du temps jusqu'à ce que j'arrête de décrocher le téléphone lorsque je travaille. Première méthode. Deuxième méthode, vous devez pouvoir lister les situations, les choses, les personnes, les conditions dans lesquelles vous perdez du temps. Parce que vous ne pouvez pas optimiser votre temps si vous ne savez pas en quoi vous investissez votre temps. Ah oui. C'est comme quelqu'un qui dit, mais écoute, lorsque je sors de l'argent, lorsque je sors avec de l'argent, je ne sais pas ce que je fais avec mon argent, l'argent finit. Mais avant qu'il comprenne où est-ce qu'il doit commencer à faire des économies, ou avant qu'il comprenne qu'est-ce qu'il bouffe son argent, il doit pouvoir faire la liste des choses dans lesquelles il investit son argent. C'est-à-dire faire un état des lieux. Donc vous devez pouvoir faire un état des lieux pour dire quelles sont les choses dans lesquelles j'investis mon temps. Et si je continue d'investir mon temps dans ces choses, je continuerai d'être inefficace jusqu'à ce que j'arrête. C'est ce que j'appelle la méthode sachant ce que je sais. Sachant ce que je sais que si je continue d'investir mon temps dans telle chose, je n'aurai pas les meilleurs résultats jusqu'à ce que j'arrête. Parce que le principe est tel que lorsque vous vous retrouvez en face d'une situation, nous réagissons d'une manière exacte. Mais si nous continuons de réagir de la même manière, nous aurons les mêmes résultats jusqu'à ce que nous changions. Parce que les situations ne changent pas, mais c'est notre manière de réagir qui change. Si nous changeons notre manière de réagir, nous aurons de meilleurs résultats. Mais si nous ne changeons pas,
nous dirons que la vie est difficile, nous n'avons jamais de meilleurs résultats, mais ne comprenons pas que le changement ou les résultats que nous voulons attendent de nous un changement. C'est pourquoi nous proposons à tous ceux qui nous suivent en ce moment d'utiliser la méthode sachant ce que je sais, qui consiste à lister les différentes choses, les personnes, les situations ou les relations dans lesquelles nous perdons du temps et que nous décidions maintenant de ne plus investir notre temps ou de ne plus agir de la même manière face à ces situations pour changer les résultats que nous désirons avec la gestion de notre temps. Oui, alors si je dois me référer au thème précédent, bien sûr, de cette rubrique, concernant bien sûr l'équilibre, est-ce que la façon, en tout cas cette manière, cette technique de lister ces activités par rapport donc, à son temps doit se limiter uniquement donc, au boulot ou il faut penser également à la maison? Est-ce que ça doit être en relation avec tous les compartiments bien sûr de sa vie? Oui, évidemment. La plupart du temps, lorsque nous on est sollicité pour donner des formations ou animer des ateliers sur la gestion du temps dans des entreprises, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons la vérité aux employeurs qui consiste à travailler avec les employés sur tout ce qui rentre en ligne de compte pour leur équilibre personnel. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, prendre des employés et parler de la gestion du temps sans aborder des choses qui font qu'ils n'arrivent pas à être à l'heure au boulot. Mais lorsque tu abordes les questions qui font que les gens ne sont pas à l'heure au boulot, tu es en train de rentrer déjà dans l'avant-boulot. Et l'avant-boulot, c'est leur vie de famille. Mais si ça ne va pas très bien dans la vie de famille, ça peut ne pas être dû seulement aux relations avec le couple ou les enfants. Ça peut être lié parfois, par exemple, à la manière dont vous réagissez, à votre état d'esprit, aux informations, aux connaissances que vous avez sur la gestion de la famille et des relations familiales. Vous comprenez avec moi que quelqu'un qui a des difficultés au boulot, à venir à l'heure au boulot, ces difficultés qui vont trouver leur réponse ou leur source dans la manière dont il gère ou il quitte la maison, cette même personne, il faut voir s'il a les informations. Donc cela remonte à l'état d'esprit, à son développement personnel. Alors tout ça là font un package qui font que lorsque des gens sont en harmonie ou ils réussissent à créer une synergie entre toutes ces choses qui constituent leur vie, ils mènent une vie très équilibrée. Mais par contre, lorsque vous prenez les gens et vous leur mettez pression afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, parfois lorsqu'ils n'ont pas le choix, ils se plient en quatre, ils donnent tout pour que le travail marche. Mais lorsque vous rentrez dans leur vie privée, vous voyez que c'est du catastrophe. Donc ce qui fait que nécessairement, lorsque vous devez aborder des questions sur la gestion du temps avec des professionnels, il faut l'étaler sur les autres aspects de la vie, à savoir leur développement personnel, leur vie de couple, leur état de santé, leurs finances, leurs entreprises, leurs objectifs communautaires, caritatifs, tout ce qui fait l'équilibre de la personne. Et si la personne, effectivement, essaie de mettre quelque chose dans chaque panier que nous venons de citer, il se porte très bien et il ne tourne pas rond, il n'investit pas beaucoup de temps avant de produire du résultat dans son milieu professionnel. Donc, on doit aborder tous les autres aspects parlant de l'équilibre personnel d'un employé ou de n'importe qui a envie d'avoir de meilleurs résultats sur la gestion de son temps. C'est vrai, un time is money, disent donc les Anglais. Est-ce que la technique de savoir ce que je sais, c'est ça, non? Oui, sachant ce que je sais. La méthode sachant ce que je sais. Alors, est-ce que cette méthode doit être utilisée de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle? Voilà. Alors, chaque seconde que vous voulez agir, vous devez vous rappeler de la méthode sachant ce que je sais. Pourquoi? Lorsque vous êtes en face d'une situation, nous avons souvent le choix entre deux choses. Soit d'agir pour prendre le contrôle de la situation, ou soit d'agir pour rester victime de la situation. Moi, je parle de la responsabilité et de la victimisation. Lorsque vous choisissez, par exemple, de prendre le contrôle de la situation, vous êtes à même de vous poser la question si vous utilisez la méthode sachant ce que je sais ou non. Parce que la méthode sachant ce que je sais vous permet de dire est-ce que l'acte que je veux poser me permet d'avoir le résultat que je veux. Alors, comme de par le passé, j'avais déjà posé plusieurs fois cet acte et je connais les résultats que j'ai eus dans le passé, je me dis alors, sachant ce que je sais, alors j'agis autrement pour avoir un autre résultat. Vous comprenez avec moi qu'on n'a pas besoin
de faire un point dans la semaine, dans le mois ou dans l'année avant d'utiliser la méthode sachant ce que je sais. La méthode sachant ce que je sais doit s'utiliser à chaque fois que vous devez agir. Quand vous voulez agir, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai la bonne réaction pour avoir le résultat que je veux? Si je pense que le résultat que j'ai eu hier n'est pas meilleur ou que je ne désire pas avoir le même résultat, alors il faut que j'agisse autrement. C'est-à-dire prendre le contrôle de la situation plutôt que d'être le victime parce que je ne contrôle pas mes réactions pour avoir des résultats différents. Oui, mais vous savez, en matière de gestion de temps, il y a souvent des personnes qui sont déjà dans votre vie, qui gèrent, je vais dire, votre temps avec vous. Par exemple, c'est votre un partenaire qui sait déjà qu'à telle heure, telle personne doit me rendre visite, ou c'est un collègue qui sait qu'à telle heure, nous allons souvent manger à tel endroit où nous faisons telle ou telle activité. Et qu'un jour, vous ne voyez pas que ce sera un peu difficile, je dirais même très difficile, de couper court avec ces habitudes. Oui, ce que vous dites est pertinent, d'autant plus qu'à chaque étape de la vie, les situations changent, les conditions changent, mais si vous voulez avoir un meilleur résultat, vous devez pouvoir changer votre manière de vous comporter. Je vais vous donner un petit exemple. La nuit est faite normalement pour dormir. Je dormais la nuit jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir une vie de couple. Mais lorsque vous avez une vie de couple et que vous devez passer toute votre nuit à dormir, parfois c'est très compliqué si vous devez faire des travaux de conception. Alors qu'est-ce que je fais par exemple? J'essaie de m'organiser. S'il faut que je me couche à 20h ou à 21h pour me réveiller à minuit, je sais que de 20h ou de 21h à minuit ou à 1h du matin, je me couche et je dors correctement pendant qu'il y a du bruit autour de moi à la maison, si je n'ai pas un bureau calme à la maison où je peux travailler les moments où je dois travailler. Alors, pendant que les gens font leur remue-ménage autour de vous et que vous dormez normalement. Mais pendant que des gens se couchent, tout est calme, vous pouvez vous mettre au travail. Tout dépend des conditions dans lesquelles vous vivez. Alors, la méthode de la gestion du temps est telle que vous devez pouvoir adapter vos réactions ou vos attitudes aux conditions et situations que vous vivez. Sinon, n'importe qui dira qu'il est victime de son environnement. Or, si l'environnement est le problème ou est à la base de vos problèmes, vous comprenez que monsieur l'environnement n'existe nulle part pour venir vous aider à résoudre vos problèmes. Vous devez pouvoir prendre le contrôle des situations que vous avez en face de vous par rapport à la gestion du temps pour dire, OK, en agissant comme ça, voilà le résultat que j'ai. Alors, je change la manière d'agir pour avoir différents résultats, d'autant plus que je veux être meilleur. Je vous donne l'exemple, par exemple, je prends quelqu'un qui travaille normalement dans une entreprise. Il travaille dans une entreprise, mais tous les jours, il vient en retard. Tous les jours, il vient au boulot en retard. Jusqu'au jour où son patron l'appelle pour dire, bon, écoute, demain, si tu viens encore en retard, demain, on te met à la porte et ce serait fini pour ton contrat. Alors, n'ayant plus le choix, il commence à se poser la question, qu'est-ce qui fait que tous les jours, je viens en retard? Il se rend compte que tous les soirs, quand il rentre à la maison, il fait son rituel devant la télévision après avoir pris sa bonne dose de pâtes, qu'il alourdit. Et tout ce rituel fait, il va au lit très fatigué, le temps de se reposer, de dormir. Et il ronfle correctement. Non seulement il ronfle, mais l'organisme passe tout le temps à travailler plutôt que de se reposer. Alors, au petit matin où il fallait qu'il se réveille en pleine forme pour aller travailler, c'est en ce moment maintenant que l'organisme a fini de faire la digestion et a envie de dormir. Il regarde son réveil sonner, il pousse. Quand il récupère un peu, il se réveille, il voit que l'heure est passée, il se brosse, il court, il va au boulot et tous les jours, on le voit en retard. Alors, on lui pose la question, mais comment est-ce que vous vous organisez pour venir tous les jours en retard? Si vous continuez, votre emploi est menacé, il se rend compte qu'il a une habitude, un rituel qui ne cadre pas avec les objectifs qu'il veut atteindre. Donc, vous comprenez que tout est question de quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Si vous voyez que les résultats que vous voulez ne correspondent pas aux réactions ou aux agissements que vous avez en face des situations que vous avez, vous êtes obligé de changer. Si vous ne changez pas, le changement vous bouscule et risque de voler votre succès parce que ce que vous aimez, comme on le dit en Minan, ce que les enfants aiment, c'est ça qui bouffe leur argent. Si vous aimez le sommeil, c'est le sommeil qui va voler votre vie. Si vous aimez le travail volera votre vie. Mais si vous aimez une vie équilibrée, vous mettrez quelque chose dans chaque panier de votre vie, vous aurez effectivement une vie équilibrée, une vie de succès. Une vie de succès, mais alors comment se fait comprendre par ces personnes-là avec qui vous gaspillez votre temps?
un moment où vous décidez maintenant de changer d'habitude? Oui, c'est difficile. Je dis quelque chose, nous avons le choix, même si nous pensons que nous n'avons pas le choix. On me dit, mais vous avez un téléphone qui sonne, on a un téléphone, quand ça sonne, on doit décrocher. Mais il y a deux choses. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Votre téléphone est pour votre convenance personnelle. Ça peut paraître arrogant, mais il faut que les gens comprennent, votre téléphone est pour votre convenance personnelle. Vous n'avez pas acheté un téléphone pour devenir standardiste parce que à chaque fois qu'on vous appelle, il faut que vous décrochez. Mais vous avez acheté un téléphone pour atteindre des objectifs précis. Alors si vous ne connaissez pas les objectifs que vous devez atteindre avec votre téléphone, vous subissez votre téléphone, vous devenez victime de votre propre investissement. Vous savez ce que les gens disent de ces personnes? Non, Glad, il dit, il est trop orgueilleux. Oui, mais ce qui va se passer en fin de journée, c'est que vous avez 1000 choses à faire. Quand vous avez passé votre temps à être un standardiste, à décrocher votre téléphone, vous auriez aidé à résoudre les problèmes des autres, ce qui est une très bonne chose, mais sans jamais rien faire de votre plan que vous avez fait pour la journée. Alors, les choses qui vous volent le temps, ça peut être parfois des choses, ça peut être parfois des situations comme on l'a cité, ça peut être parfois des relations ou même des amis. Mais il vaut mieux en découdre avec tout ça pour être sûr que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire, pour être la personne que vous avez envie d'être plutôt que de faire pour plaire à votre relation ou à votre environnement ou aux choses que vous avez en face de vous pour qu'à la fin de la journée, vous soyez en train de pleurer. Oui, je pense que nous sommes à l'ère du développement où le monde étant devenu un petit village planétaire, la pression étant grande, beaucoup de choses ont changé, les gens n'ont plus le choix que de commencer à considérer les 24 heures de leur journée en sachant exactement ce qu'ils font avec chaque heure qui passe. Alors, êtes-vous en train de nous demander de ne pas répondre aux urgences? Alors moi, je réponds toujours au téléphone, mais j'ai rencontré une dame qui a beaucoup de responsabilités dans son entreprise, mais qui m'a beaucoup séduit dans la manière dont elle gère son téléphone. Lorsque tu l'appelles, quand le téléphone sonne 3 fois et qu'elle ne décroche pas, il faut comprendre qu'elle ne décrochera pas. Mais même si c'est une semaine après, elle te rappelle pour te dire, écoute, j'ai vu ton appel il y a une semaine, j'étais occupé, je t'appelle, je voudrais savoir en quoi je peux être utile pour toi. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que... si c'était un client? Non, vous savez, c'est des gens qui n'ont pas de plan, qui se mettent dans le plan des autres. OK? Décrocher le téléphone peut être une profession, il n'y a pas de problème. OK? Oui, décrocher le téléphone peut être une profession pour vous. Si vous êtes standardiste, vous décrochez votre téléphone quand ça sort. Mais si vous êtes un professionnel et que vous ne pouvez pas vous empêcher de décrocher votre téléphone, c'est un problème. Parce que le téléphone va sonner autant que se peut. Vous savez, quand vous décrochez le téléphone et que vous parlez 10 minutes au téléphone, même 5 minutes au téléphone, vous avez besoin de plus de 20 minutes pour revenir dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, les 2 minutes passées au téléphone, c'est ça, nous comptons souvent, mais nous ne nous rendons pas compte qu'après, nous avons perdu 20 minutes derrière. Et si vous décrochez 4 fois le téléphone dans la journée, vous comprenez que ça fait 20 minutes fois 4. 20 minutes fois 4 dans une journée de 24 heures, vous imaginez ce que ça fait? Alors, oui, tout est objectif, quels sont les résultats que vous voulez? Si vous avez du temps dans votre journée, il n'y a pas de problème. Décrochez votre téléphone autant que se peut. Voilà. OK? Moi, je suis un professionnel. Je ne m'empêche pas de bafouer les coups de fil de mes clients. Mais lorsque je ne peux pas le faire, alors je laisse le téléphone sonner. Et dès que je finis de faire ce que je fais, je rappelle ceux qui m'ont appelé ou je leur envoie des messages pour dire que j'étais occupé et que je suis disponible pour les recevoir maintenant. Eh bien, si après les avoir appelés, vous constatez que c'est un contrat que vous aviez donc perdu. Vous savez, Zig Ziglar dit « Soyez tellement bon au point où personne ne puisse vous ignorer ». Si ce que vous faites, vous le faites bien et que vous savez vraiment bien le faire, si simplement votre téléphone, vous ne le décrochez pas, les gens trouveront toujours un moyen pour vous joindre, pour que vous offrez cette prestation. Mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour voir quelqu'un se déplacer pour aller le voir. Oui. Ou à la limite, on avait des téléphones conventionnels. À la limite, on avait des téléphones conventionnels. Mais personne ne s'est jamais plaint du fait que les gens ne se déplaçaient pas avec leur téléphone conventionnel. OK? Oui, je comprends aujourd'hui que les moyens de communication s'étant développés, on ne peut plus rester sans contact, mais le problème que le téléphone est venu régler ne doit pas être la source d'un nouveau problème, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir travailler parce qu'on est devenu standardiste, ne pouvant pas se séparer de son téléphone. Voilà. Je pense que ça paraît un peu arrogant, oui, mais pour des gens qui ont envie d'aller de l'avant,
ils doivent prendre de la mesure, ils doivent avoir le contrôle des choses dont ils ont la responsabilité, comme par exemple le téléphone, qui est une chose qu'ils doivent gérer. S'ils ne le gèrent pas bien, écoutez, ça peut leur voler leur vie parce que 24 heures, c'est grand dans la vie d'un être humain. En tout cas, par ces temps qui courent, le téléphone, ça va très, très, très vite. C'est le smartphone désormais, ou c'est Facebook, ou c'est le WhatsApp. Et tout, je pense que la communication... Mais c'est très bien, c'est de très grands outils. Ailleurs, les gens ont dépassé le niveau de la gestion du téléphone. Mais chez nous, c'est encore un luxe qu'on soit tout le temps au téléphone. Quand je dis ailleurs, lorsque vous appelez quelqu'un qui est dans un pays comme ces pays-là que je vois, les gens ne décrochent pas à tort et à raison pendant qu'ils sont en train de travailler. Lorsque vous avez un contrat de 8 heures de travail chez quelqu'un et que vous passez votre temps à décrocher le téléphone, mais il vous licencie parce que décrocher le téléphone aussi, c'est du travail. Maintenant, si vous savez que le travail que vous faites, vous avez besoin de fournir un résultat, que le téléphone ne compte pas pour le résultat, écoutez, on sait mettre le téléphone de côté. Décrocher ne devient plus un luxe. Hein. Voilà. Marcel Lefond, je sais que vous avez passé beaucoup de temps avec nous ce matin sur ce plateau. Nous allons à présent demander vos contacts. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs et qu'il y a encore beaucoup d'autres outils pour mieux gérer son temps, pour contrôler son temps, que vous voudrez bien offrir à nos chers téléspectateurs, les contacts pour ceux qui en voudront. Oui, absolument, les contacts. Les téléspectateurs peuvent nous joindre au 97 26 38 48, 97 26 38 48, ou le 22, le 22 14 16 41, le 22 14 16 41. Comme ils peuvent également m'envoyer un mail sur marcelefond@gmail.com, marcelefond@gmail.com. Ils peuvent me trouver également sur Facebook, Marcel Lefond, tout court. Ils me trouveront sur ma page Facebook. J'accepte toujours les amitiés. Et nous pourrons mettre à la disposition de tous ceux-là qui le désirent des outils dont ils ont besoin pour optimiser la journée.